Pendant des décennies, la marine soviétique a cultivé au large l'image d'une puissance tenace et sûre d'elle, grâce à des bâtiments qui ne ressemblèrent guère aux porte-avions américains classiques. Ici, pas de villes flottantes, escortées par toute une garde rapprochée, mais des croiseurs porte-aéronefs chargés d'armes, pensés pour encaisser, riposter et mener des missions exigeantes sans devoir se reposer en permanence sur un écran d'escorte. Cette approche, forgée au cœur de la guerre froide, privilégiait la protection des sous-marins stratégiques, l'interdiction de zones sensibles et la capacité d'imposer un coût élevé à tout adversaire qui s'aventurerait trop près. Dans cette logique, les Soviétiques n'ont jamais imité point pour point la recette américaine. Ils ont choisi des navires hybrides qui mêlaient aviation embarquée et panoplie de missiles lourds en assumant une doctrine fondamentalement différente. À cette philosophie répondait une silhouette immédiatement reconnaissable. Une vaste superstructure d'îles sur tribord, une proue et des lignes qui rappelaient davantage un croiseur de surface qu'un supercarrier, et un pont d'envol oblique plus court, pensé pour opérer des aéronefs à décollage court ou vertical, ainsi que des hélicoptères de lutte anti-sous-marine. Là où l'US Navy concentrait sa puissance dans son aviation et dans un groupe d'escorte pléthorique, l'URSS plaçait une partie de ses dents dans la coque elle-même. Missiles anti-navires de longue portée, défense anti-aérienne en couche, artillerie, ensemble de détection et de commandement embarqués. L'idée n'était pas de rivaliser en volume de sorties aériennes, mais d'imposer une menace permanente et crédible à distance, assez dissuasive pour tenir l'adversaire à carreau. Ces bâtiments ont reçu un nom qui disait tout de leur ambition, croiseurs porte-aéronefs lourds. Ce n'étaient pas, stricto sensu, des porte-avions à l'américaine, et la nuance comptait autant dans la tête des marins que dans les plans d'état-major. Leur mission prioritaire tenait dans un triptyque clair: couvrir les zones de patrouille des sous-marins lanceurs d'engins, garder l'ascendant sur les approches maritimes jugées vitales et participer, en complément, à la défense aérienne et à la guerre de surface. Cette polyvalence n'abolissait pas la nécessité d'une coopération avec d'autres unités. Elle permettait plutôt de tenir plus longtemps et plus loin sans dépendre à chaque instant d'un dispositif complet d'escorte. Au sein de cette famille, le projet 1143, plus connu sous le nom de classe Kiev, a été le premier aboutissement de cette voie singulière. 4 navires seulement ont vu le jour, ce qui renforce aujourd'hui encore leur aura particulière. Des pièces de doctrine autant que des machines de guerre. Chaque coque racontait la même histoire de compromis assumé. Un pont anglais plus court, donc un groupe aérien moins massif, mais un arsenal intégré surpuissant pour garder l'initiative en mer agitée ou sous menace aérienne. Face aux porte-avions américains, plus grands, plus endurants et dotés de catapultes, la différence sautait aux yeux. C'était un autre monde, une autre méthode, un autre style d'emploi. À l'époque soviétique, plusieurs de ces croiseurs ont sillonné les océans et, par leur simple présence, entretenu l'inquiétude des marines de l'OTAN sur des axes jugés sensibles. Aujourd'hui, le contraste est frappant. La marine russe ne compte plus qu'un seul bâtiment de ce type, l'admiral Kouznetsov, héritier tardif et problématique de cette tradition, dont les longues immobilisations et les tentatives de modernisation disent l'ampleur des défis industriels et budgétaires contemporains. Mais pour comprendre la trajectoire du Minsk, l'un de ces navires devenus icônes, il faut revenir à cette effervescence d'antan quand l'URSS cherchait à répondre à l'hégémonie aéronavale américaine par l'invention d'une troisième voie. Moins de sorties aériennes, davantage de missiles et une doctrine d'accès niée avant l'heure. Si ce modèle a parfois été caricaturé, trop d'armes, pas assez d'avions, il incarnait une logique lucide du rapport de force. Faire d'un navire non seulement une base d'opération pour ses appareils, mais un combattant de surface redoutable en soi. Et pendant que les task forces américaines peuplaient l'imaginaire collectif, ces croiseurs soviétiques, blocs d'acier hérissés de tubes et de radars, ont laissé dans la mémoire maritime la trace d'une puissance silencieuse, compacte, prête à griffer. Le Minsk, baptisé d'après la capitale biélorusse, est l'une des figures marquantes de cette lignée de croiseurs porte-aéronefs. Mis sur cale au début des années 1970, lancé en milieu de décennie et admis au service actif en 1978, il a servi principalement avec la flotte du Pacifique, au moment où la présence navale soviétique s'affirmait jusque dans les mers chaudes d'Asie. Son profil, typique de la série, marie la logique d'un croiseur lance-missiles à celle d'un porte-aéronef à capacité limitée,
On y retrouve un pont d'envol anglais relativement compact, et surtout une dotation redoutable en missiles anti-navires lourds, systèmes anti-aériens, artillerie et moyens de détection. L'esprit du temps s'y lit en clair. L'URSS voulait pouvoir contester l'approche de ces zones d'intérêt et soutenir ses sous-marins stratégiques, sans se mesurer frontalement au volume aérien des groupes américains. Les années de service du Minsk n'ont pas laissé de grands récits, connus du grand public, comme des batailles épiques. Elles ont plutôt été faites de déploiements méthodiques, d'escales visibles et de signaux envoyés à la région. À la charnière de 1979 et au début des années 1980, ses passages en mer de Chine méridionale et ses escales au Vietnam inscrivaient sa silhouette dans le théâtre asiatique, au moment où Pékin, Hanoï et Moscou jouaient une partition complexe, et où la France, les États-Unis et les puissances régionales observaient de près la recomposition des équilibres. L'URSS n'exhibait pas seulement un pavillon, elle montrait un outil capable de mettre en difficulté, à distance, tout groupe naval qui se risquerait à proximité des espaces qu'elle voulait tenir. Mais même les coques les plus imposantes restent des êtres vivants d'acier. Au fil des ans, des problèmes techniques sérieux sont venus altérer la disponibilité du Minsk. L'effondrement de l'Union soviétique a rendu la situation plus délicate encore. Budget étiré, priorités refondues, chantiers essentiels situés à l'étranger après l'indépendance de l'Ukraine et la lourde mécanique de la maintenance qui se grippe. Dans ce contexte, les options devenaient tranchées. Prolonger coûte que coûte en absorbant des coûts considérables ou accepter une sortie de scène qui, pour beaucoup d'unités d'alors, passait par la vente ou le démantèlement. Le destin du Minsk a oscillé entre ces deux pôles. Promis au découpage au milieu des années 1990, comme son sister ship Novorossiysk, il a pourtant échappé à la torche des ferrailleurs par un de ces virages dont l'histoire maritime a le secret. Sa valeur n'était plus seulement celle du métal, c'était un décor, un symbole, un objet fascinant pour des pays qui entraient dans une ère d'ouverture économique et de spectacle grand format. La Chine méridionale, laboratoire urbain et touristique, offrait ce cadre. Un public curieux, un appétit pour les grands objets techniques et un terreau où la mémoire industrielle pouvait se muer en divertissement grand public. Ce renversement de trajectoire a offert au Minsk une seconde vie inattendue. Repeint, scénographié, équipé pour l'accueil, il a glissé de la logique opérationnelle à la mise en scène patrimoniale. Beaucoup y ont vu le signe d'un temps nouveau. L'ex-outil de rivalité entre blocs devenant théâtre d'attractions, avec son lot d'expositions d'appareils, de passerelles accessibles, de coursives transformées en parcours et d'explications simplifiées pour un public familial. On mesure mal, de loin, le paradoxe que cela représentait pour d'anciens marins. Un navire conçu pour la discrétion et la menace devenait vitrine et promenade, sans pour autant perdre son magnétisme. Ce parcours, fait d'embranchements successifs, n'était pourtant pas synonyme de stabilité. Gérer un mastodonte de ce type hors de l'écosystème militaire, c'est se confronter à des coûts d'entretien élevés, à des règles de sécurité drastiques et à un modèle économique qui peut se gripper en cas de baisse de fréquentation. À moyen terme, ces contraintes choisissent souvent à la place des propriétaires. Si la billetterie fléchit, si l'investissement se raréfie, la corrosion gagne. C'est cette pente lente, parfois dissimulée par des ambitions de relance, qui finira par rattraper Minsk. Au tournant des années 2000, Shenzhen s'impose déjà comme un territoire d'expérimentation urbaine et commerciale. Dans ce paysage, Minsk World trouve naturellement son public. Familles, passionnés d'aviation, curieux d'ingénierie, visiteurs avides de spectacles sentimentaux autour d'objets plus grands que nature. Le navire est apprêté pour la visite. Zone de couchage reconstituée, parcours pédagogique, armement présenté ou reconstitué pour la curiosité, personnel en uniforme d'inspiration militaire, représentation musicale tenue sur le pont et dans le hangar. L'ensemble repose sur une promesse simple, offrir un accès inédit à ce qui fut l'apanage des marins et des ingénieurs, sans jargon ni intimidation. Le succès initial est au rendez-vous. La Chine découvre peu à peu sa propre voie navale, tandis que l'idée même d'un porte-avions devient un sujet d'intérêt national. Dans cette atmosphère, la silhouette du Minsk agit comme un aimant. Elle raconte la puissance, la technique, mais aussi la mémoire d'un monde bipolaire dont les objets phares réapparaissent, apprivoisés, dans le quotidien des villes. Pour renforcer cette mise en récit, on prête aux navires des marqueurs visuels de l'époque, un numéro de coque repeint,
une scénographie qui dialogue implicitement avec la montée en puissance navale chinoise, sans basculer pour autant dans le plagiat ou la reconstitution exhaustive. Le parc n'est pourtant pas seul sur ce créneau. Plus au nord, près de Tianjin, le Kiev est mis en valeur dans un autre complexe qui mêle exposition, animation et accueil du public. Les deux expériences, différentes par leur contexte local, témoignent de la même intuition. Il existe dans la Chine des années 2000 un goût réel pour la rencontre avec ses architectures d'acier et de câbles et pour la visite d'un imaginaire militaire longtemps resté hors de portée. L'idée d'ouvrir ces coques au public répond aussi à une contrainte. Un navire de ce type, laissé à quai, coûte de toute façon. Autant lui trouver une vocation qui finance sa survie. Mais l'euphorie a ses saisons. À Shenzhen, la fréquentation finit par décroître sensiblement au milieu de la décennie. La concurrence entre lieux de divertissement s'intensifie, les coûts d'entretien montent et les effets d'usure apparaissent. Un parc bâti sur un unique totem, fût-il un croiseur de 40 000 tonnes, est vulnérable. Si l'objet se fatigue, tout le concept vacille. Les changements de propriétaire, les tentatives de relance, les promesses de rénovation plus ambitieuses jalonnent alors l'actualité du site. Chacune raconte à sa manière le même souci: maintenir en état un objet colossal sans l'échafaudage industriel, financier et humain qui autrefois en assurait la robustesse. À mesure que les années passent, l'idée d'une grande refonte prend corps. Remorquer le navire vers d'autres chantiers, imaginer une nouvelle implantation, un nouveau parc, un nouveau récit. La Chine littorale est vaste et les villes de l'embouchure du Yangtze offrent des opportunités. Bassins, zones d'aménagement, accès routier, public varié. Le Minsk entame alors un lent périple d'arrière-plan, loin des feux médiatiques qu'il avait salués à son arrivée. Dans ce mouvement, on sent l'hésitation des investisseurs. La fascination demeure, mais les chiffres doivent suivre. La suite se jouera loin de la mer ouverte, dans un cadre étonnant. Une lagune artificielle en retrait du grand fleuve, avec tout autour ce mélange de nature aménagée et d'équipements inachevés qui caractérise les projets interrompus. Le Minsk y devient un monument immobile. Les images aériennes montrent un géant isolé, parfois entouré d'installations à demi abandonnées, de passerelles qui ne mènent plus à grand-chose, d'aires qui semblent avoir attendu des visiteurs qui ne sont jamais venus. Le décor a quelque chose d'irréel. Un navire fait pour avaler des milles, figé comme une sculpture industrielle. Quand un navire reste trop longtemps immobile, ce n'est pas seulement la peinture qui souffre. L'acier fatigue, les réseaux se délient, l'humidité s'infiltre et la sécurité d'ensemble devient un sujet en soi. Dans la lagune, l'absence de dispositifs de protection visibles alimente la curiosité. Photographes, vidéastes, amateurs d'exploration urbaine s'aventurent à distance, pointent des objectifs, diffusent des images qui, au fil des ans, dessinent le portrait d'une lente désagrégation. Le Minsk n'est pas oublié, il est observé. Mais l'observation ne répare pas. C'est un événement plus abrupt qui ramènera le navire au premier plan. Un incendie violent qui embrase la superstructure au cœur de l'été. L'épisode spectaculaire rappelle une évidence triste. Sans chantier organisé, sans protocole rigoureux, sans assèchement régulier des risques, une coque ancienne devient vulnérable. On peut maîtriser les flammes, faire le bilan humain, heureusement sans victime, dresser un premier état des dégâts. Mais la confiance, elle, ne se répare pas d'un coup. Et l'image qui circule, celle d'un géant noirci, raviné sur l'arête de son île, frappe davantage encore que les chiffres. À partir de là, l'horizon se rétrécit. On peut bien sûr imaginer un sursaut, une rénovation totale, une conversion hôtelière audacieuse, un musée repensé. D'autres projets, ailleurs, ont flirté avec ces promesses. Hôtels de prestige, suites présidentielles, scénographie contemporaine, et certains ont tenu mieux que d'autres. Mais chaque année d'immobilité ajoute une marche à gravir. Plus de corrosion, plus de systèmes à reprendre, davantage de conformité à atteindre. Même avec de la volonté, il faut un plan, une équipe, un budget massif et un fil d'Ariane administratif. Pour un public adulte et singulièrement pour un lectorat 40+, quelque chose de familier se dessine dans cette histoire. L'ambition, puis les contraintes, puis l'usure. La réinvention, puis la réalité des coûts, enfin la perspective d'une fin prosaïque. Le Minsk a connu la Grande Mer, la parade, la foule des visiteurs, puis le silence d'une lagune.
Rien n'efface sa beauté d'objet technique ni sa charge d'imaginaire. Mais les navires, comme les cathédrales d'acier qu'ils sont, exigent des liturgies d'entretien. Quand celles-ci cessent, tout s'effondre plus vite qu'on ne le croit. Reste une dernière possibilité, moins romantique, mais raisonnable: le démantèlement méthodique. C'est la voie qu'ont emprunté nombre de coques dont la valeur symbolique ne trouvait plus d'équilibre économique. Elle ne nie pas l'histoire, elle la clôt. Pour le Minsk, ce scénario prend de l'épaisseur à mesure que le temps passe. Et si d'aventure un nouveau projet voyait le jour, il faudrait l'embrasser à la bonne échelle. Non un vernis cosmétique, mais une véritable renaissance industrielle. Rare, coûteuse, mais parfois possible quand une ville, un pays, une communauté décide de s'adosser à cette mémoire d'acier pour raconter autre chose qu'une lente disparition.